Au cœur du 16e arrondissement de Paris, une femme de ménage enfreint une règle et découvre un secret qui pourrait sauver le fils mourant d'un milliardaire. Ce qui commence comme un acte de compassion se transforme bientôt en une bataille entre la vérité, le pouvoir et l'amour, une bataille qui changera à jamais chaque vie à l'intérieur de ce manoir. Écoutez jusqu'à la fin de l'histoire d'aujourd'hui pour découvrir ce qui se passe ensuite, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Dites-nous aussi de quel pays vous nous écoutez. Élise Moreau, 29 ans, se tenait dans sa petite cuisine à Saint-Denis, remuant une casserole de bouillie trop claire. Le toit fuyait quand il pleuvait, le sol grinçait, et l'armoire à médicaments était encore vide. Dans la pièce d'à côté, sa mère, D. Hélène Moreau, toussait douloureusement toute la nuit. Sur le vieux canapé, son jeune frère Théo, 25 ans, était à moitié paralysé depuis un accident sur un chantier. Et la vie n'avait pas été tendre avec Élise. Elle travaillait partout où elle le pouvait, nettoyant des maisons, frottant des bureaux, repassant du linge. Mais malgré son épuisement, son cœur restait doux. Quand sa mère murmurait « Deus abrira un camino », Dieu ouvrira un chemin, Élise voulait y croire. Ce matin-là, un appel arriva d'une agence de personnel de maison. Un nouveau client à Neuilly-sur-Seine, riche, veuf, un nourrisson. Il est connu pour être difficile. Mais la paie est bonne. Élise n'hésita pas. Elle avait besoin de ce travail. Le lendemain, elle arriva au domaine des Tilleuls, un manoir si grand qu'il ressemblait à un palais. Des marches de marbre, des pelouses impeccables, et des colonnes plus hautes que son immeuble là-bas. Une blonde en talons ouvrit la porte. Camille Deschamps, l'intendante du domaine et l'assistante personnelle d'Alexandre Beaumont, l'homme d'affaires qui le possédait. Les yeux bleus glacés de Camille la détaillèrent de la tête aux pieds. Vous êtes la nouvelle femme de ménage? L'agence a dit que vous arriviez tôt. Suivez-moi et souvenez-vous, le bébé ne vous concerne pas. Élise hocha la tête en silence, serrant son sac usé. Mais tandis qu'elle nettoyait les couloirs, un son faible atteignit ses oreilles. Le cri d'un bébé, doux mais désespéré, résonnant depuis l'étage. Les heures passèrent. Les pleurs continuaient. Personne n'allait vers l'enfant. Finalement, incapable de le supporter, Élise monta le grand escalier et poussa la porte de la chambre du bébé. À l'intérieur se trouvait un magnifique berceau blanc, et dedans, un petit garçon, Louis Beaumont, le visage rouge et tremblant d'épuisement. Oh, meu amour, murmura-t-elle. Tu as faim, n'est-ce pas? Elle le prit doucement, fredonnant une vieille berceuse que sa mère chantait autrefois. Louis se calma instantanément. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Un grand homme en costume sombre se figea en voyant la scène. Alexandre Beaumont, 38 ans, PDG, veuf, père. Qui êtes-vous? Qui vous a dit de toucher mon fils? Élise balbutia, je suis la nouvelle femme de ménage. Il pleurait, personne ne venait, reposez-le. Maintenant. Sa voix était de glace. Il se détourna sans un mot de plus. Mais en partant, Élise vit quelque chose dans ses yeux, pas de la colère, mais de la douleur. Les jours passèrent. Élise travailla en silence. Le manoir brillait, mais quelque chose à l'intérieur semblait briser. Elle voyait les nounous, deux jeunes femmes qui nourrissaient Louis machinalement, sans affection. Quand il pleurait, elle augmentait le volume de leur téléphone. Quand Élise tenta d'en parler, Camille siffla, faites votre travail, femme de ménage. Laissez le bébé au personnel. Mais un après-midi, le cri de Louis devint rauque, son visage brûlant. Quand les autres l'ignorèrent, Élise se précipita à l'étage. Son petit corps était en feu de fièvre. Elle lui rafraîchit le front avec un linge humide, fredonnant doucement. Pour la première fois, le bébé sourit. À un moment où elle allait le reposer, la porte s'ouvrit de nouveau à la volée. Les yeux de Camille lançaient des éclairs. Je vous ai dit de rester loin de lui. Il est malade, protesta Élise. Il a besoin d'un médecin. Vous êtes une femme de ménage, pas un médecin. Sortez avant que je ne vous fasse renvoyer. Cette nuit-là, Élise laissa une note sur le bureau d'Alexandre, votre fils a de la fièvre. S'il vous plaît, appelez un médecin. Elle ne signa pas. Le médecin vint le lendemain, le docteur Louis Azevedo de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Rien de grave, dit-il, juste du reflux. Il lui faut un changement de lait et plus de temps dans les bras de son parent. Alexandre écouta à peine. Camille hocha la tête à sa place. Très vite, un plan prit forme dans l'esprit de Camille. Elle voulait se débarrasser d'Élise. Et le jour d'une importante réunion d'investisseurs, elle trouva sa chance. Restez loin de la chambre du bébé aujourd'hui, prévint-elle. Il est avec la nounou. Mais cet après-midi-là, Élise l'entendit encore, le cri, plus faible cette fois. Elle courut à l'étage. La chambre était vide, sauf Louis, brûlant de fièvre, seul. Et la panique la saisit.
Elle appela le docteur Azevedo en utilisant le numéro qu'elle avait déjà aperçu au bureau. Suivant ses instructions, elle donna au bébé un bain tiède frais et le bon médicament. La fièvre commença à tomber puis la porte s'ouvrit. Alexandre entra avec ses investisseurs au moment même où Élise sortait, le bébé dans les bras point. « Que faites-vous avec mon fils ?» Il était seul, monsieur. Il brûlait de fièvre, assez. Vous avez désobéi à mes ordres. Camille s'avança, la voix dégoulinante de fausse inquiétude. Je lui ai donné des instructions claires. Elle les a ignorées. Devant tout le monde, Alexandre renvoya Élise sur le champ. De retour chez elle, Élise s'effondra en larmes. Sans revenu, les médicaments de sa mère s'épuisèrent. L'état de son frère s'aggrava. Mais ce qui la brisait le plus, c'était de savoir que Louis souffrait seul. Une semaine plus tard, incapable de dormir, elle retourna aux grilles du manoir à la faveur de la nuit. Par la fenêtre, elle vit Louis pâle, maigre, presque sans vie. Elle escalada le mur de côté et entra par la porte de service qu'elle connaissait trop bien. Quand elle atteignit la chambre, Louis ouvrit faiblement les yeux et sourit. Je suis là, mon amour, murmura-t-elle. Je ne te laisserai plus jamais. Puis des pas résonnèrent. Camille se tenait dans l'encadrement de la porte, un sourire cruel s'étirant sur ses lèvres. Je savais que vous reviendriez. J'ai déjà appelé la police. Avant qu'Élise ne puisse expliquer, un vertige la frappa. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Sa vision se brouilla, et elle s'effondra au sol, serrant toujours le bébé contre sa poitrine. Alexandre entendit l'agitation et se précipita à l'étage. Il se figea, Élise inconsciente sur le sol, Louis pleurant dans ses bras. Camille déroula rapidement ses mensonges. Elle s'est introduite ici. J'ai essayé de l'arrêter, mais l'instinct d'Alexandre se réveilla. Il appela une ambulance. Les secours diagnostiquèrent une hypoglycémie sévère et une malnutrition. Elle n'a pas mangé depuis des jours, dirent-ils d'une voix grave. Quelque chose se brisa en Alexandre. Cette nuit-là, incapable de dormir, il regarda les images de vidéosurveillance du manoir. Heure après heure, la vérité se déroula devant ses yeux comme un film qu'il ne pouvait plus mettre sur pause. Dans une séquence, Élise se glissait dans la chambre du bébé tard dans la nuit, pieds nus, encore vêtue de son tablier de ménage. Elle s'approchait en silence du berceau, où Louis pleurait d'un son rauque et désespéré. Elle n'hésitait pas, elle le soulevait doucement, le serrait contre sa poitrine, et se mettait à fredonner une berceuse d'une voix tremblante et fatiguée. La petite main du bébé agrippait son chemisier, et en quelques secondes, il se calmait. Alexandre avança la vidéo. Sur un autre enregistrement, Camille apparaissait, entrant dans la même pièce quelques instants plus tard. D'un geste sec de son doigt manucuré, elle éteignait l'interphone, coupant le son qui reliait la chambre au reste de la maison. Puis elle ressortait comme si les pleurs du bébé ne signifiaient rien. Une troisième vidéo montrait Camille renvoyant les nounous plus tôt, prétendant qu'elle allait tout gérer elle-même. Mais quelques minutes après leur départ, elle fermait la porte de la chambre et descendait, laissant Louis seul dans le silence. Puis vint l'instant qu'il anéantit. À l'écran, Élise s'agenouillait près du berceau dans la pénombre, murmurant une prière à travers ses larmes. Elle n'était pas payée pour cela. Elle n'avait même pas le droit d'être là. Pourtant, elle joignait les mains et priait pour la santé de l'enfant, pour un homme qui ne connaissait pas la vérité, pour la force de continuer. Et la vision d'Alexandre se brouilla. Sa poitrine se serra. Et elle avait renvoyé la seule personne qui avait jamais montré à son fils un amour réel. Pour la première fois depuis des années, il pleura ouvertement, silencieusement, comprenant que la femme de ménage qu'il avait soupçonnée avait vu son fils non comme un fardeau, non comme une obligation, mais comme une âme vivante. Et il comprit, avec une clarté écrasante, que la femme qu'il avait écartée avait été la seule lumière dans une maison noyée d'ombre. Alexandre alla à l'hôpital. Quand Élise se réveilla, faible et confuse, elle le regarda avec peur. Le bébé, est-ce que Louis va bien? Il va bien, dit Alexandre doucement. Grâce à vous. Et je vous dois des excuses. Il avoua tout, il avait vu les vidéos, les mensonges, la manipulation. Vous n'êtes pas renvoyée, Élise. Vous êtes réembauchée. Mais pas comme femme de ménage. Comme aide principale de Louis, à plein temps si vous acceptez. Les larmes remplirent ses yeux. Je le ferai même sans être payé, monsieur. Alors c'est décidé, sourit Alexandre. Mais cette fois, vous serez payé à votre juste valeur. Il renvoya Camille immédiatement. À partir de ce jour, le domaine des tilleuls changea. Louis commença à s'épanouir sous les soins aimants d'Élise. Ses joues se remplirent, son rire revint. Alexandre commença à se joindre à elle pendant les repas, les bains et les jeux. Un soir, en regardant Louis dormir, Alexandre murmura, « Avant, je voyais ma femme quand je le regardais. Maintenant, je vois l'espoir. » Au fil des jours et des semaines,
Leur lien se renforça, le respect devenant affection, l'affection devenant amour. Mais leur paix fut de courte durée. Camille, amère et rancunière, répandit des mensonges en ligne. La femme de ménage manipule un veuf en deuil pour passer de nettoyeuse à nourrice. En quelques jours, les sites à scandale s'enflammèrent. Élise devint une cible tendance. Les voisins chuchotaient. Elle veut juste son argent. Dévastée, Élise décida de démissionner. Je ne peux pas rester, monsieur Alexandre. Vous et Louis méritez la paix. Alexandre refusa. Vous nous avez sauvés tous les deux. Je ne laisserai pas les mensonges détruire ce qui est réel. Il rendit la vérité publique. Dans une interview télévisée, il montra les images de surveillance, les rapports médicaux, les témoignages des autres employés. Camille Deschamps a mis mon fils en danger. Élise Moreau lui a sauvé la vie. L'opinion publique bascula. Peu après, une ancienne nounou apparut dans une émission populaire et confirma tout. Camille fut arrêtée pour mise en danger d'enfants et diffamation. Des mois plus tard, Alexandre avoua ce qu'Élise ressentait déjà dans son cœur. Je crois que je suis amoureux de vous. Moi aussi, je t'aime, murmura-t-elle. Ils se marièrent discrètement à Fontainebleau, entourés d'amis proches et de leur famille. Hélène pleura pendant toute la cérémonie. Théo, désormais en thérapie grâce à l'aide d'Alexandre, fut son témoin. Louis, potelé et souriant, gloussa pendant les vœux comme s'il bénissait ce moment. Avec le soutien d'Alexandre, Élise créa l'Institut Louis, un centre pour les mères célibataires et les enfants dans le besoin, offrant une garderie, des formations professionnelles et des soins médicaux. Et la presse l'appelait désormais la femme de ménage devenue faiseuse de miracles. Le manoir, autrefois silencieux et froid, débordait maintenant de lumière, de rire et de vie. Louis grandissait chaque jour plus fort. L'appelant Mama. 2 ans plus tard, Élise et Alexandre adoptèrent 2 autres enfants issus du système de placement. Leur famille était complète. Un soir, debout sur le balcon de l'Institut, Élise regardait le soleil se coucher sur les collines de Fontainebleau. Alexandre la rejoignit, portant Louis dans ses bras. Regarde, dit-il en pointant le ciel. Un arc-en-ciel s'étirait à l'horizon. Élise sourit doucement. Ma mère disait toujours qu'un arc-en-ciel est la promesse de Dieu que le bien vient après la tempête. Elle se blottit contre l'épaule d'Alexandre, regardant Louis tendre la main vers les couleurs. Tout ce qu'ils avaient enduré, la douleur, la faim, l'injustice, les avait menés à cet instant de paix. Parce qu'au bout du compte, là où la froideur échoue, l'amour guérit. Qu'en pensez-vous? Élise a-t-elle été envoyée par le destin, ou était-elle simplement la seule assez courageuse pour s'en soucier? Dites-le nous en commentaire, on adore lire vos avis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et merci d'avoir écouté Storyteller français.